Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent Salut. pour cette réunion d'information sur le Jardin des métiers d'art et du design. À mes côtés, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Maghani Kelel Majidi du département des Hauts-de-Seine, direction de la culture. Alain Lardet, expert design et métiers d'art, aux côtés également du département sur les problématiques de design et de métiers d'art. Steven Hearn, à ma gauche, qui est fondateur de Scintillot. Scintillot, mandataire du groupement qui va co-exploiter le lieu avec le département de Hauts-de-Seine. Et on aura le plaisir d'avoir en duplex Nicolas Barre, fondateur de Make Ici, qui est également dans le groupement qui copilote le JAD, le Jardin des métiers d'art et du design, et également Anne-Sophie Duroyon-Chavannes, directrice de l'INMA, également dans le groupement, et qui nous parlera, elle, de Venise, de Homo Faber, d'où elle nous fera un petit coucou. Donc, merci à tous d'être présents, merci de votre attention. On est là pour 3/4 d'heure, 1 heure ensemble, pour échanger sur l'appel à candidature du Jardin des métiers d'art et du design, et pour vous apporter des précisions à la fois sur le contenu, sur la programmation du JAD, et également sur les critères de sélection qui nous mèneront à accueillir très bientôt des designers et des artisans d'art au sein de ce très beau bâtiment du 6 Grande Rue dans la ville de Sèvres. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit mot de remerciement à l'INMA qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux et qui nous permet de vous rencontrer, de partager avec vous l'ensemble de ces informations. Je vais tout d'abord me tourner vers toi, Magali. Magali, tu connais le projet puisque tu l'accompagnes depuis quelques temps déjà pour le département des Hauts-de-Seine. Et je serais curieux, nous sommes tous curieux de connaître la genèse de ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Très bien. 2 mots. La genèse du projet, elle est basée sur une politique culturelle dynamique dans les Hauts-de-Seine. Le département des Hauts-de-Seine considère la culture comme une possibilité de renforcer la cohésion sociale, d'affirmer l'identité du territoire et de participer à son attractivité et son rayonnement. Donc, le département, de base, a des ambitions culturelles fortes et développe, et ça se traduit par un projet de territoire qui s'appelle la Vallée de la Culture. Du coup, cette Vallée de la Culture, aujourd'hui, le musée Albert Kahn, la scène musicale, bientôt le musée du Grand Siècle, sont les voisins de ce projet JAD. Et c'est dans toute cette dynamique que ce projet a trouvé ses origines. Ensuite, il y a le contexte territorial. Le territoire des Hauts-de-Seine et plus largement de l'Ouest francilien. C'est un important vivier d'artisans d'art, de designers, de savoir-faire d'excellence. On a des sites patrimoniaux magnifiques, des sites historiques très riches et une pluralité des lieux et des enjeux autour de ces questions de valorisation, de transmission et d'ouverture vers les publics. Ensuite, c'est un territoire qui a une capacité à proposer des formations et des cycles d'apprentissage de haute qualité. On pense évidemment au campus qui se construit actuellement à Versailles. Et enfin, c'est un territoire d'innovation, puisque les Hauts-de-Seine regroupent énormément de centres de recherche et développement des grandes entreprises françaises et internationales. Donc ce territoire, plus cette politique culturelle se sont rencontrés et ont permis de développer cet équipement dédié au dialogue, à la rencontre entre métiers d'art et design. Ça, c'est pour les origines qui viennent du territoire et d'une politique. Merci pour ce rappel sur les origines du JAD. Je souhaiterais également connaître le point de vue du département sur les grands axes du projet. Oui. Alors, du coup, l'intention initiale, c'est du coup d'inscrire ce projet s'inscrit dans le rapport entre patrimoine, création, tradition et innovation, qui émane de ce territoire, de cette politique culturelle. Et donc, l'objectif du projet, c'est de préserver, de soutenir et de valoriser des savoir-faire qui sont traditionnels en les emmenant et en les accompagnant vers justement l'innovation, la transmission. Et en fait, on souhaite provoquer et accompagner ces rencontres pour atteindre... en fait, ça part d'une première conviction qui est que les métiers d'art
à travers ce dialogue avec le design, c'est la conviction initiale du projet, leur permettront mutuellement d'aller plus loin, de se dépasser par rapport à des pratiques qui sont parfois encore isolées aujourd'hui. Donc, les grandes lignes de l'équipement, du coup, c'est évidemment de s'inscrire dans les valeurs du département, proximité, innovation, solidarité. C'est un peu des mots-clés, mais qu'on retrouve en fait, ça nous permet voilà, de décliner ensuite les axes de développement du projet qui sont, alors c'est un petit peu simplifié, au nombre de 4. Voilà, un lieu dédié au dialogue interdisciplinaire, donc voilà, dont on a parlé à l'instant sur le fait de soutenir, d'accompagner et de provoquer cette rencontre entre les praticiens des métiers d'art et du design. L'accueil ouvert à la diversité des parcours. Donc le but aussi, c'est d'être vers les professionnels, qu'ils soient en reconversion, qu'ils soient justement dans un parcours enfin, voilà, de début de carrière, qu'ils soient justement dans une réorientation parce qu'ils souhaitent voilà, aller vers d'autres domaines, d'autres matières, ils veulent expérimenter d'autres champs, d'autres pratiques. Ça, c'est voilà, c'est vraiment ouvert à une diversité des parcours et ça s'adresse aussi. Alors, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est évidemment par rapport aux ateliers, mais le lieu, il est vraiment aussi tourné vers les jeunes entrepreneurs, les amateurs, les étudiants, les publics intéressés. Et en fait, ce que l'on souhaite, c'est arriver à trouver une communauté apprenante à travers ce lieu. Le troisième, qui est peut-être d'ailleurs à mettre en premier, c'est l'excellence comme point de départ. Donc, la qualité des savoir-faire, la qualité de vos savoir-faire, de vos réflexions, des process, ou alors vos buts visés. Voilà, c'est vraiment aussi un lieu où on souhaite viser l'excellence comme postulat de départ. Et enfin, le quatrième axe, c'est de proposer une offre culturelle assez singulière, puisque du coup, donc je vous évoquais tout à l'heure au début de mon propos, le patrimoine sur les Hauts-de-Seine et les différents équipements publics culturels autour du JAD. Là, le propos au JAD, c'est d'inverser, c'est de proposer un autre positionnement au public, et pour que les publics soient comment dire, invités vers les pratiques culturelles, les pratiques artistiques, par le toucher, par la rencontre, par le faire. Et en fait, donc c'est un lieu qui est à la fois pour les professionnels, pour vous, mais aussi justement dans l'accueil du public pour permettre cette transmission, ces rencontres et cette vocation d'équipement public. Voilà. Et pour ce faire, puisque le département voilà, a certaines compétences, mais loin d'avoir toutes ces compétences, pour ce faire, un copilotage a été réfléchi. Et donc, pour se faire accompagner sur des missions d'animation de ce lieu, de développement, d'accompagnement justement par rapport à vos métiers et de gestion au quotidien de la vie du lieu, a souhaité se faire accompagner d'un groupement voilà, qui va vous être présenté dans la minute qui suit. Et là, nous sommes vraiment aussi ravis d'expérimenter cette nouvelle manière de travailler et qui, quelque part, nous aussi, nous invite au dialogue, au frottement. Et donc, on est ravis donc, de travailler avec Grégoire et Steven, bien accompagnés, puisque voilà, Alain Lardet, que vous avez probablement situé dans le paysage des métiers d'art et du design, qui est là depuis, qui le porte une dynamique depuis bien longtemps. En tout cas, nous sommes aujourd'hui ravis de vous avoir dans ce temps d'échange et n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle parce que du coup, on y répondra avec attention. Voilà. Merci Magali pour cette introduction parfaite et cette transition digne des meilleurs moments de télévision. Avec un peu de rouge. Je me tourne maintenant vers Steven Hearn, qui est fondateur de Scintillot, du groupe SOS Culture. Steven, le département de Hauts-de-Seine a confié ce copilotage donc à un groupement dont Scintillot est mandataire. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce groupement? Oui, bah, je sais que après un peu Anne-Sophie et Nicolas vont présenter eux-mêmes les autres singularités de ce groupement. Alors, Scintillot, c'est un groupe d'entreprises culturelles qui adresse 3 grands métiers. La première, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie culturelle. Et à cet endroit, on est souvent en dialogue avec des collectivités territoriales. Et on a vu que ici, il avait été
fécond. On travaille aussi à l'exploitation, et donc l'agence connue de ce groupe, c'est l'agence Le Troisième Pôle. On exploite aussi des équipements culturels sous toute forme juridique ou administrative. C'est comme ça qu'on a été délégataire de la Gaîté Lyrique, mais qu'on peut gérer aussi le Trabendo ou un cinéma à Bruxelles, et puis bientôt une salle de concert à Lyon, la salle Rameau. Et puis, on s'est engagé, et c'est pas sans rapport avec les échanges qu'on a pu avoir avec le département sur le projet de Jade. Ça fait un moment que moi, je milite pour les questions d'entrepreneuriat culturel et d'entrepreneuriat éclairé de la culture, avec un dialogue à chaque fois que c'est possible entre la dimension publique et privée. Donc, c'est des incubateurs comme Creatis, comme H7 à Lyon, comme une image à Saint-Ouen. Et puis, il y a quelques années, le groupe Saint-Illot a rejoint un plus grand groupe, qui est le groupe SOS, et a servi de petite graine au développement de la branche culturelle. Alors, le groupe SOS, c'est un grand groupe, c'est 22 500 employés ou salariés, mais moi j'aime bien les appeler 22 500 intelligences en fait, qui travaillent en réseau. C'est plus de 650 établissements et services, et c'est un groupe qui nous a aidé, nous, à intégrer très fortement les dimensions de l'économie sociale et solidaire dans nos propres pratiques culturelles. Alors parfois, on le faisait un peu à la manière de Monsieur Jourdain, mais on l'a fait de manière beaucoup plus, on va dire, concrète, volontaire. L'avantage aussi du groupe SOS, c'est d'avoir une pluralité de métiers, du médico-social à la transition écologique, en passant par l'action territoriale, l'action internationale, la culture évidemment, et d'être capable, on va dire, de développer en temps long ces projets. On a sorti, pour que vous sachiez, et d'ailleurs je sais que Nicolas, comme Anne-Sophie et toi et Maman Grégoire est d'accord, on a sorti un plaidoyer sur la question de la culture, et qui, de manière assez intéressante, rejoint et utilise le même vocabulaire que tu as développé pour parler de la politique, on va dire, culturelle du département. Donc, ce qui est quand même doublement intéressant. Ce qui est rassurant même. Ce qui est très rassurant. Et voilà. Et donc, dans les quelques propositions de ce plaidoyer, on insiste sur la création le plus possible de lieux hybrides. Le Jade en est un. On réfléchit à toutes les formes d'insertion des personnes et des publics éloignés de l'emploi à travers on va dire, des programmes d'insertion. On travaille aussi beaucoup de programmes à l'éducation, en particulier éducation critique aux médias et à l'information. Et puis, tant que faire se peut, on développe de plus en plus d'approches, on va dire, citoyennes de la culture. Chose que, voilà, aussi, sur la question de la structuration de filières, là, il s'agit du champ culturel en général, mais ce sont des choses aussi qu'on partage avec Anne-Sophie sur les métiers d'art, et puis avec Nicolas sur la dimension artisanale. Alors, tu as abordé de nombreux sujets dans ton introduction, notamment la question de la programmation culturelle qui est au cœur du projet du Jade, mais qui est également un sujet très fort au sein du groupe SOS. Est-ce que tu peux nous donner une idée des grands axes de la programmation culturelle du Jade? Alors, évidemment, avec plaisir, Grégoire, surtout que toi, tu la connais bien, puisque nous l'avons fait ensemble. Donc, mais oui, non, en fait, ce qui était intéressant quand on a dialogué ensemble et qu'on s'est dit qu'on avait quelque chose à apporter, c'est que on s'est demandé, le design, hein, donc qui est à la fois en italien le dessin et puis le dessin au sens du but. On pouvait le travailler à la lumière de toutes les transitions qui parcourent aujourd'hui notre société. Transition écologique, transition intergénérationnelle, et puis évidemment la transition numérique qui nous sert, on va dire, de prisme, ou en tout cas d'approche fédératrice de la manière dont on va aborder le projet. J'ai l'impression de faire un petit peu du Grégoire Talon, mais c'est pas très grave, quoi. Effectivement, et donc on a aussi, à partir de ça, travaillé un certain nombre de thématiques. Je pense que tu les développeras peut-être un peu plus tard. Je vais les développer après. Tu vas nous parler des publics comme ça, Grégoire Talon, fera du Grégoire Talon. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de l'approche des publics dans ce cas-là, que toi tu connais bien, et qui fait partie vraiment des métiers de base du groupe SOS? Ouais. Alors,
Donc, alors, c'est une question, je ne m'attendais pas tout à fait à celle-là, mais elle n'est pas inintéressante. Disons que la question des publics, en fait, elle est abordée dans sa diversité, c'est-à-dire effectivement à la fois les publics professionnels que le JAD va pouvoir accueillir avec des artisans d'excellence, mais qui, on va dire, ne sont pas toujours au même stade de leur développement. Et donc, effectivement, on va les accompagner à bien, on va dire, on va bien les accompagner à chaque moment de leur parcours. Et puis, comme ça a été dit aussi par Magali, on souhaite effectivement cette rencontre avec le grand public pour finalement partager ces enjeux partager les enjeux qui traversent ces métiers et qui sont aussi des enjeux qui traversent notre société au global. Et pour ça, il y a plusieurs manières, on va dire, de faire. Et c'est ce qui est la base, on va dire, de notre programme culturel. C'est on le fait à travers des résidences de designers et des artisans d'art, donc avec une manière d'être au plus près d'eux, pas à pas, sous la forme de programmes de formation, mais aussi dans l'animation et la mise à disposition d'un centre de ressources. Et puis, à chaque fois qu'on pourra aussi de les mettre en relation avec une dimension plus internationale. Puis il y a une dimension sociale dans l'accueil des publics qui est très forte dans le groupe SOS. Ma question était un peu intéressée. Il va y avoir du passage au JAD, pas tant que ça, mais on aura des publics qui vont venir visiter. Quel type de public Je pense qu'en fait, on va, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les publics peuvent être nombreux. Donc, on a parlé aussi un peu tout à l'heure des publics éloignés de l'emploi. Effectivement, ça peut être une bonne idée que de leur donner un goût et un intérêt pour ces métiers. Et puis, on essaiera aussi d'accueillir, chaque fois que c'est possible, on va dire le public scolaire, ceux qu'il faut faire grandir, ceux qu'il faut empowerer, et qui seront les designers, c'est-à-dire les dessinateurs de notre futur de demain. Alors, je te vole la parole, Steven, merci pour ton intervention. J'en profite pour me présenter, je m'aperçois que je ne l'ai pas fait, je suis Grégoire Talon et je vais prendre la barre du JAD dès son ouverture, à savoir en mars dernier. En fait, j'ai pris la barre du JAD il y a à peu près un mois et demi et j'en suis ravi. À mon tour de vous raconter quelques mots sur ce que va être le JAD. Le JAD, donc, on l'a dit à plusieurs reprises et on y reviendra, je pense, encore plusieurs fois. C'est un lieu de dialogue, c'est un lieu de dialogue entre les métiers d'art et le design qui va accueillir également un certain nombre de dispositifs qui visent à favoriser les interactions, les collaborations interdisciplinaires. Au nombre de ces dispositifs, on va retrouver effectivement un accompagnement des projets collaboratifs. Donc, on va véritablement favoriser, c'est une valeur clé dans la démarche, le dialogue au sein du JAD entre les résidents du JAD, mais aussi avec les entreprises du territoire, les créateurs et les institutions. C'est un point très fort et qui nous tient particulièrement à cœur, tous ici autour de la table, du côté du département des Hauts-de-Seine comme du côté du groupement. Il y aura également, pour renforcer encore cette cohésion autour de la problématique du dialogue interdisciplinaire, un certain nombre de programmes, un programme d'accueil international, une résidence internationale qui verra chaque année un pays invité avec un artisan d'art et un designer qui viendront à plusieurs reprises dialoguer avec les résidents, rencontrer les habitants du territoire, faire des collaborations avec des entreprises d'Île-de-France et au-delà, pour générer vraiment une dynamique d'échange et de co-construction. Et puis, il y aura également, comme tu l'évoquais, un programme de recherche dédié à la transition numérique des métiers d'art qui va nous permettre de mettre artisans d'art et designers en lien avec des problématiques contemporaines. Bien évidemment, dans les problématiques contemporaines, la création, les usages, l'éco-conception sont englobés. Et en termes d'éco-conception, le JAD se situe dans son époque, à savoir que la transition écologique est un vrai sujet, un sujet qu'on traite avec une approche volontaire. D'abord, grâce à l'enseignement de nos différentes structures. Je pense notamment à Make-Ici qui, au sein de ses fabriques, a déjà mis en place de l'upcycling, un travail de ressources à partir de ce que Nicolas Barre appelle la chute tech, donc récupération de chutes qui sont réutilisées à bon escient.
mais également une matériothèque éco-responsable, ainsi que des formations et des sensibilisations à l'éco-conception. Et puis, évidemment, une gestion scrupuleuse des déchets, de manière à ce que l'impact des métiers d'art et du design, même au sein du JAD, soit contrôlé et soit le plus minimisé possible sur l'environnement. Je me rends compte que je vous ai parlé d'accompagnement, de formation. C'est un sujet fort aussi qu'on va retrouver au sein du JAD. Les résidents qui vont s'installer au JAD vont effectivement bénéficier d'un atelier, mais pas uniquement. Ils vont bénéficier d'une structure beaucoup plus riche qui vont leur permettre d'avoir accès à un Maker Lab, à des espaces de coworking, à des espaces de réunion, à des salles d'exposition, mais également à ce qu'on peut appeler un pack de formation qui va de l'initiation aux machines pour vous mettre en autonomie sur le Maker Lab jusqu'à des problématiques de développement commercial, d'éco-conception, etc. Donc, il faut vraiment envisager votre venue au JAD, non pas comme un simple point de chute pour pratiquer votre métier, mais véritablement comme un lieu de vie, un lieu où on va échanger sur la création, sur des valeurs humaines, sur une dynamique globale. On a vraiment envie que ce lieu soit un lieu habité par un esprit de famille et c'est pour ça qu'on tient vraiment à vous raconter l'esprit du lieu pour que vous ayez envie de venir pour les bonnes raisons au JAD. Le JAD, c'est aussi, comme tu le disais, un équipement qui est inscrit dans son territoire avec, effectivement, tu l'as évoqué, des visites scolaires, des visites de maisons de retraite, des visites de centres de loisirs, de publics éloignés de l'emploi. C'est un lieu qui va permettre vraiment de créer une synergie autour de ce lien très important entre la richesse d'un patrimoine et sa projection dans un futur à venir qui est plein de promesses et plein de questionnements et qu'on souhaite traiter avec vous. Ces questionnements-là, on va aussi les traiter dans le cadre d'un centre de ressources professionnelles qui s'adresse aux entreprises et aux institutions partenaires et qui visera à accompagner nos partenaires dans les problématiques de transition numérique dont on va traiter à plusieurs reprises au sein de l'équipement du JAD. Alors, ce lieu, on vous en parle là maintenant depuis 20 minutes quasiment. Et c'est peut-être l'occasion de vous faire une petite visite, un petit diaporama rapide avant de repasser la parole à Magali. Merci. Merci. Magali, je te redonne la parole pour nous parler des pratiques artisanales, des pratiques des artisans d'art. Est-ce que tu peux nous en dire un petit quelques mots? Oui. Bah, écoutez, j'espère qu'à travers ces photos, voilà, ça vous donne un petit peu une idée du lieu. En tout cas, on espère qu'il soit du coup
adapté à vos pratiques, ça on en est convaincu, et à toutes les pratiques, évidemment dans la limite des physiques du lieu. Mais donc c'est l'ancienne école nationale de céramique, donc il y a quand même le lieu a un génie, une histoire initiale qui fait que vous pourrez être inspiré et inspirant. Du coup, le département, à travers cet équipement, lui, il a souhaité proposer des ateliers bien équipés et on l'espère beaux, et qui sont adossés justement à des espaces communs qui vont permettre d'accueillir tout ce que le groupement Saint-Thillot a développé avec Make Ici et Liane et moi. C'est-à-dire que vous avez une vingtaine d'ateliers organisés en 3 typologies, des petits entre 30 et 50 mètres carrés, les moyens autour de 70 et des grands ateliers de 100 mètres carrés environ. Et du coup, ces ateliers-là ont un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une autonomie d'usage. Et ils sont en fait dans les étages et au niveau du rez-de-chaussée. Vous allez trouver des espaces qui vont permettre de valoriser les travaux à travers donc la programmation culturelle, notamment des expositions, des temps de vente. Donc là, il y a un magnifique showroom. Vous avez pu voir rapidement une vue, une vue d'artiste. Donc, il y a aussi, du coup, évidemment, le Maker Lab, qui est vraiment un lieu très important et qui va se construire aussi avec vous sur cette année 2022 pour être au plus près des attentes et des possibilités du territoire. Mais ça, Nicolas en dira beaucoup plus et beaucoup mieux tout à l'heure. Et un espace de convivialité, tout simplement, c'est important, mais c'était le fait de pouvoir vous proposer un espace qui soit appropriable par vous, qui puisse favoriser une certaine sérendipité, qui puisse s'adapter en fonction des besoins et de la vie du lieu. Donc, ce lieu s'adresse à l'ensemble des disciplines, des métiers d'art, on sait qu'elles sont nombreuses, et aussi aux divers champs du design. C'est un domaine qui évolue aussi très rapidement et il y a autant le design objet que le design des process, mais je caricature, mais en fait, c'est l'intérêt. Et là, Alain vous en dira quelques mots tout à l'heure, c'est vraiment cette volonté, ce souhait de partager et de travailler entre toutes ces disciplines, entre tous ces professionnels. Et évidemment, on vous parle de public, on vous parle de transmission. La première chose qui est vraiment importante pour le département, c'est l'objectif initial et vraiment le projet y répond. C'est en fait d'aider, d'être un soutien tant logistique, administratif que dans le rayonnement, que dans l'accompagnement à la commercialisation, et surtout aussi à amener par le programme partenariat international, par le programme de recherche, notamment cette programmation culturelle, vous nourrir pour que vous puissiez en fait voir Jade comme un tremplin, comme un lieu qui soit accueillant et qui vous permette ensuite de développer votre projet d'entreprise et vos projets collaboratifs, en commun avec ce Jade. Donc, je voulais juste, parce que je parlais du projet au global, mais au final, aujourd'hui, vraiment, rappeler l'importance pour le département, c'est de valoriser et de préserver vos savoir-faire. Et pour ça, c'est la transmission, c'est l'innovation, exactement. Et ça, c'est ce dispositif qui vous est ensuite décrit vise à cela. Merci Magali. Tu as parlé à l'instant du Makerspace, du Maker Lab. Je pense que la personne la mieux indiquée pour nous détailler ce qu'est un Maker Lab et ce que vous allez vous y trouver, c'est Nicolas Barre, fondateur de Make Ici, qui est un réseau de manufactures collaboratives et solidaires. Nicolas, est-ce qu'on est avec toi? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Très bien. On t'entend. Salut Nicolas. Salut Nicolas, d'où est-ce que tu nous appelles? Salut. Je suis à Ouascal, dans le nord, dans notre manufacture d'ici Ouascal, côté de Roubaix. C'est parfait qu'il soit à Ouascal. Il fait un temps magnifique.
Moi ici aussi. Il fait toujours beau dans le Nord, non, Nicolas? C'est ça. C'est beau à Sèvres. Il fait toujours beau, ça, je le confirme. Ouais. Du coup, je mets pas la caméra parce que j'ai que les lunettes de soleil et tout, et donc ça. Non, mais ta voix nous suffit. Ta voix est un guide, Nicolas. Nicolas, tu es à Wascal dans le Nord. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du réseau Mec Ici et expliquer comment il se constitue, quelles sont ses valeurs et ses liens avec le projet du JAD? Alors, Mec Ici, c'est une structure en fait qui conçoit et qui anime des manufactures ou tout ce qu'on peut appeler aussi des tiers-lieux de production destinés aux artisans d'art, aux designers et aux professionnels de la fabrication numérique. Donc, on a 4 sites en France, pardon, de plus ou moins 2000 m² qui réunissent 70 résidents, une dizaine de formateurs et 50 du staff à chaque fois. Et dans chacune de nos manufactures, en fait, il y a les outils, les services, les zones de stockage, le matériel et l'écosystème en fait qui permet à nos résidents d'apprendre, de lancer, de développer leur activité économique en fait pour pouvoir en fait en vivre et développer des débouchés. Et nos spécificités, nous, c'est en fait que en plus de fournir des machines et des services, en fait, on a un réseau comment on pourrait dire, de donneurs d'ordre ou d'apporteurs d'affaires, qui sont à la fois des promoteurs, des architectes, des décorateurs, en fait, qui nous demandent en fait de constituer des équipes de professionnels en fait pour résoudre des problèmes ou fabriquer pour eux. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point en fait, donc on va amener ce réseau comme étant impliqué au JAD, on va amener ce réseau avec nous pour en faire profiter les résidents occupants du JAD. Mais en plus, comme on est lauréat du prix Parcours 2020 de la Fondation Bettencourt, on va aussi amener le réseau de la Fondation Bettencourt et notamment les lauréats du prix pour l'intelligence de la main. On espère pouvoir les mobiliser pour venir régulièrement transmettre, faire des masterclass ou que certains s'installent au JAD. Et dernière spécificité, en fait, effectivement, nous, on place les outils numériques au cœur de nos ressources. Et depuis le début, donc dans tous nos sites, il y a des outils de fabrication numérique. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est important d'en avoir aussi au JAD, pas forcément pour que tous les résidents du JAD aient envie de les utiliser, mais en fait que tous les résidents du JAD puissent comprendre en fait les opportunités dans la phase de création et dans la phase de production. Voilà. Merci Nicolas. J'ai encore une question à te poser et on me dit de te demander de parler un peu plus fort. Donc, Ok. Le réseau Mec Ici est composé de plusieurs manufactures autour de France et elles sont toutes complémentaires, chacune avec des équipements qui sont accessibles aux différents membres du réseau, si j'ai bien compris. Comment tu vois l'équipement du JAD? Quel type d'équipement on va y retrouver? Quel type de service aussi on va y retrouver? Et dans quel agenda l'équipement va se mettre en place? Alors, on a en fait Oh, le Maker. Oui, donc du coup, le Maker Lab, en fait, on a prévu tous ensemble, je crois, de aménager le Maker Lab pour début septembre. La partie aménagement mobilier, que à peu près les 2/3 des machines qu'on imagine soient disponibles d'ici à la fin de l'année. Et donc, du coup, dans les machines qu'on a déjà prévues, il y aura découpe laser, imprimante 3D, CNC, une petite CNC, donc fraiseuse numérique. Numérique, oui. Numérique. Voilà, des outils pour le travail du bois aussi. Donc ça, c'est le parc machine de départ, mais en fait, on ne veut pas non plus tout acheter dès maintenant ou tout prévoir. On veut attendre de connaître aussi les besoins et les envies des résidents, en fait, pour pouvoir compléter d'ici à 2023, en fait, le parc machine, quoi, pour qu'il corresponde en fait aux besoins à la fois du staff, de ce qu'on a envie de voir sortir et produire au JAD, mais aussi des résidents. Donc, en fonction des savoir-faire, des envies, on adaptera, en fait. Donc, l'équipement du lieu va aussi être collaboratif. Bien sûr,
c'est obligatoire, parce qu'autrement, on pourrait se retrouver avec un parc machine qui soit inutilisé, inadapté. Eh bien, écoute, merci pour ces précisions, Nicolas. Je sais que tu es très attendu à Wascal et Anne-Sophie va nous parler de Venise. On est vraiment aux quatre coins de la France et de l'Europe. Merci, Nicolas. À très bientôt. À bientôt. Séjour dans le Nord. Bye bye, Voilà. Nicolas. Ciao. Anne-Sophie, quel soleil magnifique. On ne voit pas la mer derrière toi. Oui, bonjour à tous. Je suis désolée, je voulais me mettre dehors, mais il y avait trop de bruit. Donc, je me suis mis dans ma chambre, mais je vous fais profiter du soleil vénitien. Merci. C'est un Ah oui. très Ah, joli rayon de franchement, soleil qui On floute ne un voit peu. même pas, en fait. Alors, merci Anne-Sophie d'être avec nous de Venise. Tu es actuellement sur place pour une exposition qui s'appelle Homo Faber. C'est un moment très important pour les métiers d'art. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le rôle de l'INMA dont tu es directrice, est-ce que tu peux nous dire juste en quoi Homo Faber est un moment très important pour les métiers d'art? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors oui, tout à fait. C'est effectivement une expérience culturelle assez unique en Europe autour de l'artisanat d'art. Il y a plus de 800 pièces uniques qui sont présentées. Il y a 400 designers qui sont présents. Il y a 43 pays qui sont représentés. C'est 15 expositions, 22 commissaires d'expo et designers. Il y a 12 trésors vivants japonais qui sont présentés et 6 maîtres d'art français. Donc c'est vraiment un lieu assez extraordinaire à visiter qui dure 3 semaines, qui est donc à Venise sur l'île de San Giorgio en face de la place Saint-Marc. Et c'est important parce que c'est un lieu où à la fois l'artisanat d'art prend une ampleur internationale, où on a vraiment le sentiment de se retrouver dans une communauté. On a peu l'habitude en fait de se retrouver dans cette typologie d'événements. Et puis c'est aussi un lieu où la fondation Michelangelo qui organise Homo Faber, qui est donc une biennale à destination pour les métiers d'art, a la volonté de promouvoir l'artisanat d'art européen et en même temps d'aider au développement et d'accompagner l'achat de pièces par des collectionneurs privés ou publics ou des galeries et faire en sorte que l'artisan d'art puisse être aussi représenté dans le monde de l'art contemporain et être exposé et être visible de tous. Et comment s'inscrit l'action de l'INMA au sein d'Homo Faber? Est-ce que vous êtes présent? Alors oui, nous sommes présents. Alors il y a plusieurs. Les Français, c'est à peu près 40% de l'exposition, donc il y a une très forte présence française. On va retrouver des entreprises du patrimoine vivant. On va retrouver aussi des maîtres d'art et notamment sur l'espace qu'on gère pendant ces 3 semaines, qui s'appelle Masterful Gesture, qui présente un binôme de maître d'art et du maître d'art et de son élève. Donc on a 4 binômes qui vont se succéder pour faire des démonstrations. Donc la première démonstration, c'était Judith Kraft et son élève Mathieu Pradel, qui sont luthiers d'instruments anciens. On enchaîne après par Yves Sampo et Claire Sardoni aujourd'hui, qui sont graveurs à la Monnaie de Paris. Ensuite, on va avoir Fanny Boucher et son élève qui vont venir aussi faire des démonstrations. Et on termine par Lison de Caunes et Valérie Collas qui vont parler de la marqueterie de paille. Magnifique. Bon, on est très jaloux, on voudrait bien être à ta place. À propos de l'INMA, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes des missions de l'INMA par rapport au métier d'art? Bien sûr, Grégoire. Donc l'INMA, c'est une association reconnue d'utilité publique et d'intérêt général qui a été fondée en 1889 dans une volonté de maintenir le lien entre les petits ateliers et les manufactures qui se créent au moment de la deuxième révolution industrielle et de faire la promotion de ces métiers. Et aujourd'hui, notre mission reste la même, où on a vraiment cette mission de soutenir les entreprises du patrimoine vivant et des métiers d'art, à la fois les valoriser, leur donner de la visibilité à l'excellence de ces savoir-faire, incarner ces savoir-faire aussi à travers des portraits d'hommes et de femmes du secteur, mais aussi aux produits qu'ils fabriquent. Et avec la crise, on montre aussi que c'est une des réponses
qu'on peut offrir aux consommateurs sur le consommer moins mais mieux, puisque ce sont des objets qui sont de proximité, durables, transmettables et réparables. On a aussi une mission, de transmettre la passion des savoir-faire et d'encourager les vocations. Voilà, les secteurs des métiers d'art, ont peine à recruter, donc il est très important d'en faire la promotion, notamment auprès des scolaires et c'est pour ça que dans le projet du JAD, on parlait des scolaires tout à l'heure, ça fait partie des choses importantes et notamment on pilote un dispositif qui s'appelle «À la découverte des métiers d'art» qui est à destination des élèves de 4e et 3e, qui réunit, aujourd'hui, 2 000 collégiens sur toute la France. Avec, des visites d'ateliers, des visites de manufactures, des visites de chantiers, patrimoine bâti, mais aussi des institutions culturelles. On a aussi la mission, de conseiller et d'accompagner les professionnels au quotidien, de travailler en fait à toutes ces données du secteur pour pouvoir les faire grandir et les accompagner dans leur développement. On a aussi la mission de fédérer le collectif et de projeter, l'avenir du secteur, ça c'est très important. Juste un chiffre que je vous donne, pendant la crise du Covid en 2020, 320 événements sur 350 ont été annulés, événements métiers d'art, ou design, et il faut savoir que 76 des 60 000 structures métiers d'art et patrimoine vivant françaises ne vendent que par les foires et les salons. Donc une situation un peu compliquée. Donc il faut aussi anticiper les grands changements de demain. L'innovation a une place importante, la révolution numérique également, voilà et dans le projet du JAD, le projet qu'on a, créé tous ensemble, c'est aussi une façon de mettre l'innovation au service des métiers d'art pour que ça devienne un outil, pour leur permettre de se développer. Et puis, la dernière mission, c'est aussi plaider, au plus haut niveau de l'État puisqu'on a, au sein de notre conseil d'administration, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, de l'Économie et de la Relance. Voilà pour, une présentation rapide de l'INMA. Merci Anne-Sophie. Et puisque tu es à l'étranger, transition parfaite pour te demander comment l'INMA s'implique dans le développement des projets internationaux au sein du... Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, il est important, dans un contexte de reprise également, de valoriser les savoir-faire à l'international. Il y a une vraie compétition et puis d'être à Homo Faber, avec 43 pays, dans le monde, on se rend compte que la compétition, elle est rude, et qu'on a besoin d'aller porter ces projets à l'international. Alors soit par des coopérations, par exemple, en ce moment, nous, on a un VIE, aux Émirats arabes unis. On est en train de travailler à des projets, éventuellement de coopération, entre les Émirats et la France. Et le JAD pourrait être un lieu d'accueil en fait de savoir-faire, étrangers. On pilote aussi, à l'INMA, les Journées européennes des métiers d'art et les Journées européennes des métiers d'art. En 2019, c'était 18 pays. En 2022, puisqu'il n'y a pas eu d'édition, en 2020 et en 2021, on était à 16 pays européens et donc on a aussi, cette volonté, de à la fois faire connaître, les métiers d'art étrangers en France et les opportunités de marché, parce qu'il y a aussi des opportunités de marché auprès des prescripteurs que sont les architectes d'intérieur. Et aussi, pendant les périodes de Fashion Week, puisque quand on parle métier d'art, il y a aussi tout le monde de la mode et de l'accessoire, on sait très bien que, le monde entier vient à Paris, pour des collections et c'est aussi une occasion de pouvoir leur présenter les métiers d'art français et en fait, les petites mains qui se cachent derrière la réalisation de pièces, absolument extraordinaires. Et puis, on a aussi, l'envie d'aller porter, les savoir-faire français à l'international, et de, trouver des opportunités pour accueillir des artistes en résidence en France, mais aussi, que les Français puissent, s'exporter, à la fois en résidence dans des lieux, par exemple comme la Villa Albertine aux États-Unis, mais aussi, avec des expositions qui pourraient voyager à travers le monde pour, valoriser les savoir-faire français. Merci beaucoup Anne-Sophie de nous faire voyager, de faire voyager les métiers d'art. On va te laisser profiter de cette belle exposition. Fais-nous des belles photos, des vidéos, rapporte-nous des souvenirs, des tasses, des mugs, tout ce que tu peux.
J'y manquerai pas. Merci, merci de ton intervention et à très bientôt, Anne-Sophie. À très bientôt. Très bien, Sophie. Merci beaucoup. Alain, je me tourne vers toi. Alain Lardet, tu es historien de l'art, expert du design et des métiers d'art. Tu accompagnes le département des Hauts-de-Seine depuis plus d'un an, je crois, sur le projet du JAD. Tu œuvres depuis de nombreuses années à la valorisation et à la dynamisation du dialogue entre design et métiers d'art, notamment à travers une exposition manifeste appelée Le dessin du geste, dont tu as été commissaire d'exposition, mais également à travers les Designers Days, dont tu es le fondateur, la Bourse Agora, dont tu es cofondateur, et bien d'autres activités qui seraient trop longues à citer aujourd'hui, où on est là pour parler du JAD. Alors, le JAD, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est le lieu du dialogue entre le design et les métiers d'art. C'est une question qui est majeure dans ta relation à ces beaux métiers. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux et les mécanismes de ce dialogue interdisciplinaire? Oui, je vais parler brièvement parce que je crois qu'on a des questions auxquelles il faut que nous répondions. Pardon, je suis enroué et j'espère que je vais peut-être approcher un petit peu la boîte. Voilà, je crois que tout a été dit sur ce qui va se passer au JAD. Je voudrais revenir simplement sur un point qui, selon moi, est le point principal, qui a été bien sûr évoqué, mais sur lequel je voudrais m'attarder quelques secondes. C'est-à-dire sur ce point qui constitue la promesse de ce lieu, son identité. Et je voudrais revenir aussi sur l'importance que cette promesse soit tenue et quelles seraient les conditions pour que la promesse de ce lieu soit tenue. C'est un lieu qui sera exemplaire. C'est, je crois, le premier lieu, en tout cas en France, qui est vraiment principalement dédié à ce fameux dialogue métier d'art et design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de bien précis, c'est-à-dire ce sont des pratiques, des métiers fondamentalement différents et qui pourtant ont vocation et ont toujours eu vocation à ce qui s'y tissent des liens intimes. Ce sont des professions qui engagent, j'allais dire, le cœur, l'âme de ceux qu'ils pratiquent, parce qu'ils ont une grande responsabilité, les uns et les autres. Et ils ont une responsabilité, je dirais, sociale. L'artisanat, depuis toujours, a eu une importance particulière dans la cité, sous n'importe quelle latitude. Et en fait, comme le design, l'artisanat est à la fois l'expression d'un pays, d'une culture, d'un territoire, et en même temps, c'est un langage universel. Le design, qui ne s'est pas toujours appelé le design, mais qui existe aussi depuis toute éternité, comme le dit Bronzi, depuis spécialement les Romains, les Égyptiens, et peut-être même avant, c'est ceux qui sont au service de la cité pour réenchanter le quotidien, répondre, procurer tout ce qui est nécessaire à la vie, et l'usage est intimement lié à ces métiers-là, comme ils sont intimement liés au métier de l'artisanat. Et en quoi ce dialogue profond entre ces professions est nécessaire? C'est parce que l'artisanat n'est jamais aussi utile et performant que quand il est questionné par d'autres champs de la création, et notamment par le design. Qu'est-ce que ça veut dire questionner? Ça veut dire que la tradition qui est toujours
la référence, l'affiliation, le repère doit s'adapter pour que le métier dure, doit s'adapter de siècle en siècle à de nouveaux usages. Et le designer qui répond en fait au cahier des charges de l'usage en général est là au service, je dis bien au service, au sens le plus noble du terme, des métiers d'art. Et il y a eu un grave malentendu très longtemps en France où ces professions justement ne se, à part évidemment des exemples individuels, mais institutionnellement ne se fréquentaient pas parce que on avait l'impression que le designer était celui qui venait déposer un dessin sur la table de l'atelier et faisait exécuter ce qu'il souhaitait. Ça a pu être le cas. En revanche, ce que je peux vous dire d'expérience personnelle et de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, les grands designers, les vrais designers, avancent toujours avec une grande humilité vers les métiers de la main. Et à Sèvres, et c'est ça pour moi, et c'est pour ça que ça m'a plu et que ça me plaît d'accompagner le département dans la mise en place, la mise en forme de ce dispositif que va animer l'équipe de tous ces amis qui ont déjà pris la parole, c'est parce que justement ce projet dédié à ce dialogue et va faire naître à la fois de la recherche, parce que ça va être un laboratoire, ça va être une académie, et ça va être un lieu où tout sera favorisé pour que ce dialogue intime et extrêmement fertile entre ces professionnels existe. Grégoire, ici présent, va être l'ordonnateur de ces mariages magiques qui vont justement, ce mot d'innovation dont on parle tout le temps, il faut savoir qu'il a toujours existé. Par exemple, chez nos voisins de la manufacture de Sèvres, si on a la chance d'aller dans leurs réserves, on verra que des matériaux, des recherches sur les matériaux, toujours issues de la collaboration de Sèvres avec des créateurs, que ce soit par exemple des peintres, des plus récemment au cours du XXe siècle, et évidemment au début de ce siècle, des designers ont remis en cause des métiers. Certains métiers de Sèvres ont disparu parce qu'ils n'avaient plus de sens. D'autres sont apparus, mais la tradition de Sèvres est demeurée. Et c'est ça, c'est des exemples comme celui-ci qui vont s'illustrer aussi au jade. Et les nouveaux matériaux, c'est très important. Et au jade, je pense que dans ces dialogues qui existeront entre les designers et les différents métiers qui seront représentés au cours de l'histoire de ce dispositif, naîtront de nouveaux matériaux. Et ensuite, il y aura cette possibilité effectivement d'utiliser tout le contexte du territoire, tous ces partenariats dont on vous a déjà parlé, pour justement montrer aussi que l'artisanat, c'est naturellement le laboratoire de l'industrie. Donc, il faut décloisonner tout ça. Il me plaît aussi d'entendre que les relations internationales seront favorisées parce qu'effectivement, la façon de travailler la porcelaine ou le bois ou le métal au Japon plutôt qu'au Liban ou en Scandinavie n'est
pas tout à fait la même, mais il y a beaucoup, encore une fois, je reviens à cette idée de langage universel, mais de toute façon, toutes les fenêtres qui pourront être ouvertes vers l'extérieur et vers tout ce que peut nous apprendre l'extérieur et que nous pouvons apprendre aussi à d'autres professionnels issus d'autres cultures est infiniment précieux. Donc, en 2 mots, le JAD a cette mission effectivement sociale. Il sera absolument impératif de veiller à ce que cette mission soit préservée, développée, s'adaptera en fonction de la vie, bien sûr, j'allais dire, de cette institution, parce que j'espère bien que JAD sera considéré comme une institution à part entière et sera utile, vraiment utile, non seulement aux métiers et aux professionnels qui seront là, mais justement et je voudrais insister là-dessus, au public que nos amis vont attirer, parce que justement, en participant à ce réennoblissement, notamment des métiers de la main, j'espère qu'il suscitera beaucoup de vocations, parce que ce sont des métiers où on peut gagner bien sa vie, et ce sont des métiers surtout d'épanouissement. Et ça, c'est aussi très important et je crois que ça coïncide tout à fait avec une des valeurs essentielles du département. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que... Mais je vais encore te poser une ou deux questions. Merci d'abord d'avoir évoqué le voisinage direct de la manufacture de Sèvres, dont on partage l'ensemble architectural, effectivement. Et à propos de voisinage, il faut savoir qu'on est dans un environnement qui est très riche au niveau des Hauts-de-Seine. Tu as parlé de la vallée de la culture, mais dans notre voisinage direct, on a également l'Institut de la fonderie et, j'ai oublié son nom, l'Institut de la fonderie et des industries, le Centre technique des industries de la fonderie, par exemple. On a Strat Collège, on a tout un environnement, en fait, très très riche à Sèvres même et au-delà, et on ne manquera pas de s'appuyer sur ces institutions et puis de mettre en place des collaborations. On est déjà en dialogue avec eux. Le département a vraiment souhaité qu'il y ait une synergie entre les institutions du territoire. Ça tombe bien parce que ça nous va bien. Je reviens sur une expression que tu as utilisée à de nombreuses reprises dans nos échanges précédents, à savoir la question de contrat moral. Et ce contrat moral, tu l'as souvent évoqué par rapport aux critères de sélection et à la sincérité en fait des projets. Alors par rapport à ce que tu évoquais, à savoir l'importance du dialogue interdisciplinaire, comment les candidats peuvent démontrer toute la sincérité de leur volonté de faire du dialogue dans leur dossier? Non, je ne voudrais pas apparaître comme une espèce d'ayatollah ou de moraliste. Non, ce que je voudrais dire, effectivement, ce contrat moral mais est fondé sur une sincérité. Et tu as raison d'insister sur ce mot de sincérité parce que je considère qu'il va être un des fondements du contrat qui existera entre toutes les parties prenantes et entre les habitants de cette petite cité. Il faut effectivement que ceux qui viennent ici sachent qu'ils viennent dans un lieu spécial. Ce n'est pas seulement des ateliers, comme il peut en exister dans d'autres endroits, et heureusement, il en existe beaucoup. Ils pourront certes y pratiquer normalement leur métier respectif, mais le lieu, encore une fois, est un lieu spécial, avec une promesse spécifique qui est celle qu'une partie de l'activité de ses habitants sera dédiée à ces collaborations, à ces actes de co-création. D'accord ? Et donc, il ne faut pas que nos futurs habitants se racontent des histoires à eux-mêmes et quelque part nous en racontent, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent ici avec cette ferme intention de travailler ensemble.
Voilà. Donc, après, les choses, en fonction des personnalités, en fonction des pratiques de chacun, etc., s'ordonneront et ça sera justement au grand ordonnateur ici présent. Quelle responsabilité. Oui, une grave responsabilité, ça c'est sûr. Et donc, ça sera à lui de veiller à ce que tous ces talents se conjuguent, mais voilà, c'était pour bien clarifier le deal de départ. C'est ça. C'est on veut travailler ensemble, on veut échanger et on veut enrichir notre pratique par cette cohabitation. Merci d'avoir amené un peu de profondeur dans cette réunion d'information. Il n'y avait aucune superficialité jusque-là, vous avez tous parlé. On a rassemblé un certain nombre de questions qui ont été posées pendant les visites qui ont déjà eu lieu sur le site du JAD. Je parle du site physique, à Sèvres, bien évidemment. Donc elles sont là sous mes yeux, mais je sais qu'il y a aussi eu quelques questions entre-temps. Je vais commencer par certaines questions déjà posées sur le site du JAD lors des visites. Par exemple, on m'a demandé, et à juste titre, on nous a demandé, mais quel est le calendrier de l'appel à candidature? Est-ce que, Magali, tu peux le rappeler? Et le calendrier de l'ouverture du JAD également. Alors, donc, actuellement, l'appel à candidature se poursuit jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, donc, sur la première semaine de mai, nous, on rentrera dans l'analyse de vos dossiers. Et ensuite, si vous pouvez déjà le mettre à vos agendas, on aimerait du coup le 20 mai proposer une audition des candidats pour permettre au comité de sélection, voilà, de vous rencontrer directement. Voilà, une rencontre de 15-20 minutes selon voilà, le nombre de personnes et l'organisation de la journée. Donc, cette date du 20 mai, voilà, à garder. Et ensuite, donc, ce comité de sélection, on pourra aussi en reparler de sa composition pour vous éclairer, mais en tout cas, le but, c'est qu'elle voilà, elle donne un avis et cet avis est proposé à l'arbitrage du président des Hauts-de-Seine, M. Sifredi, qui rendra voilà, sa décision sur début juin, tout début juin. Ce qui, nous aimerions justement que dès juillet, nous puissions, donc le mois de juin sera dense, mais en tout cas, dès juillet et sur l'été, selon vos contraintes, selon voilà, vos engagements qui vous tiennent par ailleurs, vous puissiez vous installer dans l'équipement. Ensuite, donc ça, c'est les temps de l'appel à candidature. Ensuite, les temps liés au projet lui-même, donc c'est un petit peu ces dates clés. Donc, bon, juste pour revenir, voilà, septembre 2019, c'était la pose de la première pierre. Et donc, depuis 2019, voilà, il y a tout ce chantier, c'est un monument historique. C'est l'agence de Ponto qui a mené ce chantier et le bâtiment vient de nous être livré. Donc, ce mois-ci, c'est l'installation, mobilier, etc. Et dernière levée des réserves. Et le but, comme je vous le disais, c'est que cet été, vous puissiez vous y installer. Ensuite, on vise la Design Week, évidemment, et les GEP aussi qui s'enchaînent juste derrière. Les journées du patrimoine. C'est mieux. Pour justement faire notre événement inaugural et une ouverture au public à ce moment-là. C'est, entre guillemets, le top départ pour voilà, la programmation culturelle. Et puis surtout, nous, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on organise tous les outils, tous les dispositifs pour être prêt voilà, au 1er juillet et ensuite début septembre. Voilà. L'année 2022, donc, le but, c'est voilà, d'être dans une démarche collaborative, de faire avec vous justement ce travail. On parlait du Maker Lab, mais il y a d'autres sujets qu'on veut justement ajuster avec votre présence. Et du coup, l'intention, c'est que voilà, l'automne 2022 permette de préciser au plus près le projet et que 2023 soit une année référence. Magali, je voudrais que tu nous donnes quelques précisions sur l'audition. Comment ça va se dérouler? Comment les candidats présélectionnés vont présenter leur projet? Est-ce qu'ils vont présenter un portfolio? Est-ce qu'ils vont s'adresser a cappella au jury? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, donc, ce qui est prévu, c'est donc lors de cette audition, je vous parlais donc de 15 minutes. Hein, on aimerait en fait que ce soit un temps de discussion et de rencontre.
Donc, tout ce qui va être book, même une pièce ou un prototype, une esquisse, tout ce qui peut aider à en fait expliquer à la fois votre motivation et du coup le projet que vous proposez est le bienvenu. On essaye par contre de ne pas s'appuyer sur un support visuel numérique qui parfois confisque un petit peu la parole. Voilà. Donc on aurait envie plutôt d'avoir un temps d'échange avec vous et nous, préalablement, nous aurons reçu vos dossiers. Donc, qui sont composés. Alors, nous souhaitons que le dossier de candidature et que le dossier de présentation du site répondent à un maximum de vos questions. Mais en tout cas, il est composé de votre CV, d'une lettre de motivation, d'une lettre d'intention qui présente votre projet. Donc, parfois, voilà, la limite entre ces deux, ça peut être un même support qui explique motivation et projet, un book. Et donc, on aura, et les membres du comité de sélection auront été avant, auront pris connaissance avant de vos éléments. Donc, le but de cette audition, c'est vraiment, quelque part, d'apprécier au mieux ce que le papier ne peut pas dire. Et aussi, pour vous, aussi de prioriser, voilà, d'expliquer en quoi cette venue dans le JAD peut servir aussi votre parcours à plus long terme. C'est-à-dire de comprendre aussi, certes, votre projet, mais aussi de comprendre comment ce JAD peut être facilitant dans votre développement. Voilà, j'espère. Je peux juste rajouter une phrase. Alain, la parole est à toi. Pardon. En complément de ce que vient de dire Magali et en complément de ce que je vous ai dit il y a un instant, je crois que ce qui sera très important, et cette rencontre avec les candidats en sera l'occasion, c'est pour les designers de bien nous expliquer avec quel savoir-faire, par exemple, de quel savoir-faire ils souhaiteraient s'imprégner. Parce que pour que le dialogue et l'acte de co-création se déroulent bien, ça, c'est extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure des grands designers. Tous les grands designers qui se sont coltés au métier d'art, ils s'en sont profondément imprégnés et c'est grâce à cette imprégnation qu'ils peuvent justement questionner le savoir-faire en connaissance de cause et aboutir à des collaborations extrêmement fertiles. Du côté des artisans, ça sera important que chacun d'entre vous explique à ce jury, à ce comité de sélection, explique ce qui l'attend et comment il entend la collaboration avec des designers, qu'est-ce qu'il en attend. Et je me permets de rajouter, pour ceux d'entre vous qui ont déjà des expériences de collaboration, artisans, designers, ou dans d'autres domaines d'ailleurs, mais en tout cas qui témoignent de cette volonté, d'un ancrage sincère de cette volonté de collaborer, que ce soit dans votre propre pratique professionnelle ou dans d'autres domaines, je pense que tous les témoignages d'ouverture à l'autre et de volonté de créer du dialogue et de la co-construction œuvreront en faveur de votre dossier. On a des questions notamment sur les métiers éligibles au sein du JAD. J'ai vu passer une question sur la restauration de tableaux anciens. Est-ce qu'il y a des restrictions? Quel est le spectre d'ouverture en fait de ces pratiques au JAD, Magali? Alors, tous les métiers d'art, hein, ils sont nombreux, dont la pratique est compatible avec le lieu. Il y a juste voilà, l'aspect physique du lieu, mais en fait, le projet, lui, l'établissement, il est ouvert à l'ensemble des pratiques. Donc, le sujet de voilà, le restaurateur, en fait, le dossier de candidature qui vous est proposé, il n'est pas non plus fait que pour, on va dire, permettre au comité de sélection de juger, mais il est vraiment aussi pour nous permettre à nous de comprendre, de commencer à comprendre vos besoins, vos spécificités, vos positionnements, et quelque part, de commencer à trouver les ingrédients de cette voilà, recette, en tout cas qui doit se créer sur le lieu. Donc, par exemple, les Maker Lab, on vous demande avec quelle machine vous travaillez ou avec quelle... C'est justement aussi pour avoir une remontée d'informations
Et dans les mois qui vont, voilà, qui s'écoulent actuellement, et on y travaillera aussi en parallèle de l'analyse de vos dossiers, il y a évidemment comment vos dossiers vont pouvoir aussi participer à préparer ce temps d'ajustement entre nous sur l'été et sur l'automne. Donc, voilà, tout le monde. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. C'est vraiment plus. Votre pratique des métiers d'art et du design est sincère, on l'a déjà voilà, dit. c'est ça. Est-ce que le bâtiment a des spécificités, des contraintes spécifiques liées à la taille des espaces, à la taille des portes, le passage, la résistance au mètre carré, la hauteur sous plafond, les monte-charges et compagnie. Enfin voilà, quelles sont les limites malgré tout du lieu? Bon, alors là, peut-être que si vous, alors ceux qui ont visité le site, voilà, ont pu l'apprécier directement. Il y a une adresse internet contact @dejab.fr qui permet de poser les questions précises sur la largeur des portes, la rotation, les dimensions exactes du monte-charge, parce que sinon là, si je dois énumérer tout, voilà. Mais là, voilà, si vous avez des questions, je pense surtout à vos propres pratiques qui vont du coup poser des questions, qui nécessitent des questions un peu plus précises. Voilà, on avait des exemples de personnes qui avaient des machines très encombrantes. Comment les amener, comment les. Je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a un monte-charge, qu'il y a en gros 500 kg au mètre carré 500 kilos, qui peuvent être augmentés grâce à une dalle de répartition. En fait, le lieu est quand même suffisamment flexible pour accueillir une grande diversité de pratiques. Hein. Peut-être pas un marteau-pilon. Ouais, on n'y est pas encore, mais bon. Voilà, on a le site a 2 accès. Donc, un accès qui permet d'être un petit peu plus tourné vers la logistique et un accès qui permet d'aller au-delà de l'accès public, qui permet d'aller directement à un monte-charge. Là, on a une double porte qui permet, donc voilà, qui a un débat, un mètre, ça fait 2 mètres 20, 2 mètres 30. Quand on ouvre ces portes, on arrive directement sur le monte-charge. Ensuite, donc les ateliers sont dans les étages. Là, il y a des espaces qui permettent justement, toutes des doubles portes qui permettent la rotation, qui permettent, avec un transpalette, d'aller directement dans les ateliers. Les ateliers sont occupés. Alors, les ateliers, en fait, on a gardé les éléments historiques du lieu. Donc, ils sont très, très souvent. Très souvent, vous y trouverez des paillasses, en fait, qui sont les paillasses existantes initiales au lieu. Et ensuite, le département a mis pour chaque atelier tout nécessaire, chauffage, compteur, ballon d'eau chaude, connexion. Alors, voilà, toutes les arrivées sont là. Et ensuite, c'est à vous, selon votre projet d'aménagement du lieu, de faire, voilà, d'en prendre possession. D'en faire l'équipement. Et d'en faire l'équipement. Et petit rappel, combien de temps dure le bail, quelle est la grille tarifaire? Et après, je pense qu'on aura fait le tour des questions, sauf si d'autres sont apparus entre-temps. Alors, la grille tarifaire, c'est 120 € hors taxe au mètre carré par an. Ces 120 €, ce sont pour les 3 premières années d'occupation du lieu. Ensuite, l'année 4, la 4e année, on augmenterait à 150 €. Et puis ensuite, on augmente à chaque fois de 50 €. L'intention, c'est justement. Ça s'arrête quand même à un moment, non? Ouais, ça s'arrête à 250. Tout va bien. Non, mais faut pas que ce soit. Enfin voilà, l'intention, c'est aussi de permettre justement l'installation. Le but, c'est voilà de vous emmener, et on espère justement que ensuite vous puissiez vous développer et avoir d'autres. Donc un plancher à 120 €, un plafond à 250 €, mais vraiment au bout d'un certain nombre d'années. À la 6e année. Un bail qui dure 1 an, qui est renouvelable. Voilà, c'est une convention d'occupation temporaire. Alors on part, en fait, c'est une convention d'occupation temporaire d'1 année, mais qui se renouvelle par lettre de motivation pendant 3 ans. C'est-à-dire que l'important, c'est le comité de sélection, en fait. Donc, vous passez au comité de sélection, et ensuite, pendant 3 années, vous n'avez pas besoin de repasser dans sa globalité les démarches du comité de sélection. Chaque année, une lettre de motivation, 2 mois avant l'échéance, vous permet en fait voilà, de nous indiquer que vous êtes toujours intéressé, et on continue le bail. Par contre, au bout des 3 années, là, l'exercice est à reprendre.
Donc, c'est là où ce comité d'exploitation, lui aussi, c'est un temps pour lui, pour s'assurer, voilà, que soit le projet, c'est intéressant de voir aussi le retour d'expérience, comment le projet a évolué et aussi comment vous allez emmener voilà, sur autre chose pour les 3 à 6 ans qui seraient en plus. Donc, le principe, nous, on aimerait voilà, avoir le temps de vous fidéliser, hein, et en même temps, quand même, de permettre justement une certaine rotation qui soit pas, du coup, qui soit souhaitée par tous. Voilà. Tout en gardant un lien fort avec les alumni, entre guillemets, du lieu qui Oui. constitueront, nous l'espérons, une communauté à terme, une communauté grandissante. Oui, parce que voilà, on parle là aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est les ateliers. À côté de ça, il y a une structure d'incubation, il y a des ateliers partagés qui permettent aussi à des personnes professionnelles extérieures de venir, s'ils souhaitent développer un projet un petit peu à côté de leur pratique professionnelle. Voilà, il y a plusieurs manières de venir vivre au JAD. Merci beaucoup Magali, merci Oui. Alain. Steven nous a quittés, mais on le remercie aussi. Merci à l'équipe de l'INMA qui nous accueille aujourd'hui et qui nous a aidés dans la diffusion et la conception de cette réunion d'information webinaire. Et nous espérons évidemment vous voir nombreux à candidater au JAD et à visiter le JAD et à donner vie à ce lieu qui a besoin de vous. Un grand merci et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.